Qu'il s'agisse d'une situation professionnelle, familiale ou autre, chacun peut se retrouver impliqué dans un processus de soumission à une autorité qui est comparable à l'expérience de Milgram que j'évoquais précédemment. Cette autorité peut être issue de notre famille, de chef de clan, elle peut se mettre en scène dans les relations unissant les membres d'un conseil municipal et son maire, les ministres et le chef d'État, entre le salarié et son patron, et ainsi de suite. Beaucoup vivent aujourd'hui ce vol de consentement dans le cadre de leur travail. La journaliste Violaine de Courrières a enquêté 5 ans dans des entreprises et dans son ouvrage qui s'appelle Le management autoritaire, elle relate le process totalitaire d'entreprise où des violences et des irrespects de la personne sont encouragés au nom de l'idéologie de la performance, tout simplement. Elle note qu'il ne suffit plus d'être compétent, mais d'avoir le bon comportement d'entreprise. Par exemple, heureux, enthousiaste, dévoué, etc. Et pour être bien noté, il faut s'y soumettre. Pas besoin, cela dit, d'attendre l'âge du travail pour vivre ça, car on connaît aussi le harcèlement scolaire. Lorsqu'un élève A, qui a le profil du leader, demande à un élève B de harceler physiquement ou psychologiquement un élève C, puis que B s'exécute parce qu'il s'agit d'un ordre venant de A qui représente à ses yeux la figure d'autorité, là on est dans l'expérience de Milgram. Alors jusqu'où va aller l'élève A dans sa demande de harcèlement? S'agira-t-il de raquettes, de chantage, d'humiliation, de viol? Et jusqu'où va aller l'élève B? À quel degré d'obéissance va-t-il consentir vis-à-vis de la figure d'autorité A? Ce harcèlement peut être causé par une personne ou par un groupe d'individus. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement correspondent toujours à la volonté de soumettre de façon répétitive et punitive une autre personne. Dans le cas des élèves ABC, on trouve au départ le discours propagandiste de A conduisant B à soumettre C ou à commettre un acte haineux envers C qui est l'ennemi désigné. Acte que B d'ailleurs n'aurait probablement sans doute pas commis dans d'autres circonstances. La logique est la même pour l'endoctrinement des masses. Le harcèlement part d'une figure d'autorité A, qui peut être l'État, le chef de guerre ou de tribu, un dieu, etc. Le peuple vit dans la croyance de ce que dit la figure d'autorité A, et B adopte des comportements de harcèlement à l'égard de C, qui marche à côté du sillon tracé par A. Alors, première question, pourquoi éprouve-t-on le désir de malmener, de terroriser ou torturer autrui? Principalement en raison d'un désir de puissance, également pour se rassurer quant à sa propre puissance sur le dos de personnes plus faibles en général ou différentes. Deuxième question, pourquoi accepte-t-on d'exécuter l'ordre de harcèlement donné par une figure d'autorité? Eh bien, souvent par peur d'être exclu d'un groupe ou d'une alliance quelconque, par peur de déplaire ou de perdre quelque chose, aussi par manque d'assurance parfois et d'estime de soi, c'est-à-dire par l'incapacité à être son propre maître. Qui n'a pas assisté à ce genre de scénario lors de sa scolarité ou dans un autre contexte? Qui n'a pas été un jour A, B ou C, si ce n'est durant la scolarité, peut-être dans sa propre famille, à l'égard d'un tiers, dans une équipe sportive, dans son travail ou autre? Vous posez chacun cette simple question engage une auto-évaluation personnelle qui, si elle est faite avec discernement et honnêteté, peut nous éviter de retomber dans le même piège. Le harceleur n'est pas seulement une personne physique, il peut être une personne morale, une institution, une entreprise, un État, voire un système lorsque la persécution et l'oppression opèrent à l'échelle collective. Chacun à son niveau peut constater combien les harcèlements de type administratif, fiscal, sanitaire envahissent exponentiellement notre vie quotidienne, au point de créer une anxiété constante à laquelle nous consentons faute de ne pouvoir l'écarter de notre chemin. Je me demande si un lien entre ce que vivent les enfants et les adultes ne serait pas à faire. Il pourrait bien y avoir ce que la sociologie appelle une logique de résonance sociale, c'est-à-dire une relation dynamique entre le harcèlement des adultes et le harcèlement des enfants, entre
Je me demande si le harcèlement en milieu scolaire ne pourrait pas être l'écho d'un harcèlement plus global et technocratique subi par les adultes dans leur vie quotidienne. Un peu comme si les enfants mettaient en scène, à leur échelle de réalité scolaire, les oppressions que vivent leurs parents dans le monde du travail. En tout cas, la question mérite d'être posée. Comme tu dis, Clément, s'il y a harceleur, c'est qu'il y a une figure d'autorité surplombante, un superviseur, quoi, ainsi dire, qui tente de tenir dans sa main ton existence, quitte à t'humilier ou te bannir. Ce tourment, nous l'avons probablement tous connu le jour ou l'autre. Et il faut croire que le harcèlement est une chose répandue. Tout à fait. Et quand tu subis à répétition cette pression et cette supervision dont tu parles, la vie ne s'écoule plus comme elle le devrait. Elle se fragmente en morceaux d'existence conditionnés, instables. Un peu comme si tu te mettais à respirer de façon saccadée, parce que l'angoisse brise ton souffle. Tu ne peux plus vivre l'écoulement du temps dans l'harmonie, et comme cela devrait se faire, il y a quelque chose qui se fragmente, quelque chose de l'ordre du flux vital naturel est altéré, voire rompu, jusqu'au mal-être qui peut conduire, dans le pire des cas, évidemment, au suicide. L'obstruction du flux vital à l'échelle de l'individu ou de la collectivité crée toujours de l'inquiétude en retour, de la dépression chronique, une peur de l'avenir. Prenons une image pour essayer de ressentir ces cas-là. Imagine un enfant dans la force de l'âge qu'on autorise à courir qu'à la condition de s'arrêter tous les 10 mètres pour prendre son pouls, mais aussi pour voir si ses lacets sont bien attachés, pour vérifier que son écharpe est toujours autour de son cou, pour qu'il s'assure qu'il n'a pas perdu les pièces dans sa poche, pour qu'il soit sûr d'être toujours visible de ses parents, pour qu'il boive une gorgée d'eau, etc. Bon. Est-ce que tu penses réellement que cet enfant éprouvera encore de la joie à courir? Les supervisions, lorsqu'elles sont outrancières ou perverses, voire les deux en même temps, tuent la joie de vivre et l'envie, c'est-à-dire l'envie de vivre. Elles encapsulent la spontanéité de l'enfant intérieur qui habite chacun d'entre nous, que nous soyons jeunes, adultes ou vieux. Elles rendent l'existence invivable et sont une forme de maltraitance, que ce soit d'un élève envers un autre ou d'un État envers ses citoyens. À la différence que si on observe un tel comportement chez un parent, il sera peut-être déchu de ses droits, en tout cas on peut l'espérer, tandis que les adultes continuent souvent de supporter le harcèlement professionnel, administratif ou autre. En résumé, je pense que le fait de ralentir à pression constante le flux vital d'une personne physique ou sociale crée une obstruction de l'énergie, entraînant en retour une forme d'inquiétude chronique, de dépression, de peur et de fracture interne. Cette rupture du flux naturel de la vie revient en quelque sorte à empêcher une personne de dormir la nuit d'un seul trait, avec les conséquences névrotiques que l'on connaît et qui ont été prouvées. L'accablement qui naît du harcèlement va du ras-le-bol au burn-out, mais il peut aussi conduire, dans le pire des cas, à l'autodestruction, consciemment avec le suicide ou inconsciemment avec l'apparition de maladies diverses, chroniques ou mortelles. Le harcèlement a multiples visages et touche toutes les tranches d'âge, mais tous conduisent à un mal-être destructeur de la vitalité. Le harcèlement rompt quelque chose dans ton intégrité. Il fragmente ta personne au point que tu pars en morceaux chaque jour un peu plus. Tu ne parviens plus à rester tel que tu es, tel que tu veux être ou aspires à être dans ce monde. Tu es, pour ainsi dire, phagocyté, défiguré et absorbé par un prédateur qui peut être humain ou institutionnel. Après, la réponse à cette situation t'appartient. Bien heureusement, elle ne conduit pas forcément à l'autodestruction. Elle peut au contraire te donner une force de réaction dont tu ignorais qu'elle était en toi. Tous les scénarios sont possibles et nous avons parfois besoin de les vivre pour les éloigner de nous.